dans la mise en œuvre de recommandations de l'EPU Togo, quelles pistes relever de réflexion et quelles sont les bonnes pratiques que l'on peut garder de ce deuxième cycle qui vient de se terminer, qui va se terminer bientôt. Et pour cela, pour voir la situation du Togo, Marco va dedans. Pour commencer, j'aimerais tout d'abord parler de ce qui peut constituer déjà la matrice même du travail. Lorsqu'on parle du suivi de l'examen périodique universel, lorsqu'on parle du suivi, quels sont les éléments à prendre en considération? Parce que le suivi, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui doit constituer l'information de base, l'information essentielle? Nous sommes dans le deuxième cycle, comme l'a dit Nazer, et donc forcément, il y a un premier cycle. Et donc, pour aborder la mise en œuvre des recommandations du deuxième cycle, il faut d'abord faire le bilan de ce qui s'est passé au niveau du premier cycle. Et donc, les recommandations acceptées au niveau du premier cycle, on verra si ces recommandations ont été effectivement mises en œuvre. Ensuite, si ces recommandations sont en cours de mise en œuvre, ou si ces recommandations n'ont pas été du tout réalisées. Voilà un premier travail pratique à faire. Un deuxième aspect, c'est de voir si les recommandations qui ont été notées, justement lorsque Nazer le disait, les recommandations qui ont été notées ont connu une évolution de la part de l'État. Parce que l'État peut noter une recommandation si, au moment de leur formulation, elle ne requiert pas l'assentiment de l'État. Et donc, on verra si depuis 2011, lorsque l'État a été examiné, il y a eu une évolution de la position de l'État par rapport aux recommandations qui ont été simplement notées. Troisième aspect, toujours par rapport au bilan du premier cycle, il faut voir quels étaient les engagements volontaires que l'État avait librement souscrits et en ce moment-là, comment est-ce que ces engagements volontaires ont été mis en œuvre. Évidemment, il faut voir également si les demandes formulées par l'État en termes d'assistance technique ou en termes de renforcement des capacités ont pu recevoir de la part des différents acteurs au cours des 4 années et demie qui se sont écoulées une réponse favorable. Voilà un premier bilan fait par rapport au premier cycle avant de commencer ce qui va se passer maintenant au niveau du deuxième cycle. Par rapport au deuxième cycle, il faut toujours ce que moi j'appelle l'information. On doit avoir l'information avant de pouvoir se projeter dans le chemin de la mise en œuvre. Et donc, le bilan du premier cycle. Mais commence maintenant le deuxième cycle. Le deuxième cycle, on vient d'avoir l'examen aujourd'hui, mais entre aujourd'hui, 31 octobre 2016, et la session de mars 2017, au cours de laquelle le rapport final sera adopté en plénière du Conseil des droits de l'homme, il y a un certain nombre de travail à faire. D'abord, l'État aura la possibilité de se prononcer en faisant un certain nombre d'observations et de commentaires sur les recommandations reçues. Et c'est en ce moment, comme le disait Nazer, que l'État dira si, quelles sont les recommandations acceptées, quelles sont les recommandations notées. J'espère qu'il n'y aura pas de recommandations rejetées. Parce qu'en principe, théoriquement, l'État ne peut pas ou ne devrait pas, en tout cas, rejeter une recommandation, mais simplement noter. Et noter, ça veut dire que l'État est susceptible d'évoluer sa position par rapport à cela. Et donc, il doit avoir en principe, à partir de mars, un atelier, puisque à partir de mars, on aura le document final de l'EPU, qui comprend notamment le rapport national, qui comprend l'ensemble des recommandations formulées, mais aussi les observations de l'État et également les recommandations formulées par l'ensemble des États du groupe de travail de l'examen périodique universel. Et donc, au niveau de la restitution, il faut que l'État, après l'adoption de du document final, que l'État procède à une restitution. Et ça, c'est capital. Il faut un atelier de restitution qui soit inclusif et qui permette à l'ensemble des acteurs impliqués, et par rapport aux acteurs, je reviendrai là-dessus, de pouvoir participer au processus de réflexion, le processus d'établissement et d'élaboration d'un plan d'action, au processus de suivi et d'évaluation. Et donc, il faut que l'ensemble des partenaires soient impliqués. Il y a évidemment les collectivités décentralisées. On ne sait pas exactement l'état de la décentralisation au Togo actuellement, mais il reste que dans le processus de l'examen périodique universel, les collectivités décentralisées devraient être associées au processus. Il y a les organisations internationales, bien évidemment, qui accompagnent, qui sont des partenaires en développement du Togo,
Il y a les organisations de la société civile que sont les associations, les ONG, les syndicats, les associations de journalistes. Il faudrait que forcément, au niveau de l'organisation de cet atelier de restitution, il y ait une approche participative et inclusive. L'ensemble des acteurs, dont je vais parler un peu plus en détail plus tard, soient associés au processus. Et je crois que déjà, au niveau de l'atelier de restitution, on doit déjà penser à une sorte d'ébauche de plan d'action qui devrait couvrir les 4 années et demie qui sont devant nous jusqu'à ce qu'on arrive au 4e cycle en fait. 4e cycle 3e cycle, voilà. Il faut voir les opportunités de mise en œuvre. Il faut aussi voir, au niveau toujours de cet atelier de restitution, les obstacles qui peuvent se dresser sur le chemin de la mise en œuvre ou les contraintes. Et en ce moment-là, il faut aussi commencer à réfléchir sur ce qu'on peut appeler une sorte d'échéancier de mise en œuvre. Donc, il faut rassembler l'information. Et l'information, c'est d'abord le bilan du 1er cycle. Ensuite, l'information qui provient du document final de l'examen périodique universel qu'on aura en mars 2017. Si on a l'information maintenant, il faudrait organiser l'information. Et comment est-ce qu'on organise l'information? C'est faire en sorte que aucune information, en tout cas aucune recommandation ne soit laissée derrière ou soit prise en compte en fait. Et donc c'est pour ça que au-delà des recommandations formulées par l'examen périodique universel, il faudrait associer d'autres mécanismes. Par exemple, il n'y a pas que l'examen périodique universel, même si dans le cadre de l'examen périodique universel, il y a les recommandations formulées par les organes de traité qui sont prises en compte ou par les procédures spéciales. Mais n'empêche, il faudrait que dans le cadre du suivi, les recommandations formulées par l'ensemble des organes de traité, c'est-à-dire les comités qui supervisent la mise en œuvre des différents instruments internationaux, ces recommandations puissent intégrer dans le package d'informations qui va servir à lancer le processus de mise en œuvre. Et par rapport à ça, on sait que il y a une session en cours actuellement du Comité des droits de l'homme qui va formuler un certain nombre de la liste de questions au Togo par rapport aux droits civils et politiques. Il y a également en novembre-décembre 2016 le CERD, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, qui va examiner le Togo et qui également va formuler des recommandations qui, je crois, devraient être versées dans l'ensemble des informations qui doivent constituer la matrice, en fait, pouvoir permettre de lancer le processus de suivi de la mise en œuvre. Il y a également les procédures spéciales. Les procédures spéciales, par rapport au Togo, il y a eu la visite du sous-comité pour la torture, dont le rapport n'est pas public, mais quand même qui a formé un certain nombre de recommandations. Il y a également eu la visite de la rapporteuse spéciale sur le défenseur des droits de l'homme, qui a formulé un certain nombre de recommandations qui doivent en principe être versées dans justement ce package d'informations. Et évidemment d'autres rapporteurs spéciaux, par exemple sur la torture, qui avaient également visité le Togo. Il n'y a pas que les mécanismes internationaux, il y a aussi les mécanismes régionaux, notamment la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, mais aussi le Comité africain d'experts des droits et du bien-être de l'enfant. Donc, l'ensemble des recommandations formulées par la Commission africaine, mais aussi le Comité africain d'experts, devraient être versées dans le lot d'informations qui doivent guider la mise en œuvre. On a parlé de l'international, on a parlé du régional, mais il ne faut pas ignorer le national. Et il y a effectivement au niveau national un certain nombre d'éléments dont il faut tenir compte. Il y a d'abord les plans d'action qui sont développés au niveau national, que ce soit les plans d'action sectoriels, que ce soit le plan d'action national des droits de l'homme. Je crois que le Togo n'en a pas, mais en principe, on devrait en avoir. Donc, il y a des plans d'action sectoriels. J'entends par plan sectoriel les plans stratégiques ou les programmes nationaux qui concernent la santé, l'éducation, le développement économique et social. Il y a toujours au niveau national un certain nombre d'éléments qui doivent être versés dans les informations. Le Togo, au niveau des objectifs de développement pour le ODD, SD, comment on le dit en français même? Voilà, les objectifs de développement durable. Le Togo a été pays pilote. Pays pilote, ça veut dire que le Togo a été volontairement accepté de faire partie des 2 États qui devraient faire un premier rapport. Les ODD ont été adoptés en septembre 2015 et un an plus tard,
en juillet 2016, le Togo, parce qu'étant un pays pilote, a soumis lors du sommet de haut niveau en juillet 2016 à New York son rapport. Et donc, les éléments qui sont issus de cet examen devraient également être versés dans les informations dont on doit tenir compte pour poursuivre le suivi de l'examen périodique universel. Il y a également un certain nombre de plans nationaux. On a parlé ce matin. Beaucoup de délégations sont revenues sur la SCAP, qui est un plan national de 2013 à 2017, qui s'achève. Et donc, il faut voir l'ensemble des éléments qui sont issus de ce SCAP et qui doivent justement nous permettre d'évoluer ou de mettre en place un agenda susceptible de tenir compte de l'ensemble des engagements du Togo, non seulement au niveau international, au niveau régional, mais aussi au niveau national. Au niveau national, on a eu la CRJV, donc la Commission Vérité, la CVJR, pardon, qui a formulé un certain nombre de recommandations et qui, maintenant, au niveau de HCRUM, continue avec un plan stratégique. Il y a actuellement un plan stratégique 2016-2018, notamment sur la bonne gouvernance, qui, me semble-t-il, doit être pris en compte dans le cadre du développement du plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel. On a toujours au niveau national, tout récemment, je crois que c'était la semaine dernière, les universités sociales du Togo qui ont aussi formulé un certain nombre de recommandations qui, me semble-t-il, devraient être prises en compte dans le paquet d'informations qui doit conduire au développement du plan de mise en œuvre. Maintenant, comment est-ce que nous devons organiser l'information? Pour une rigueur pédagogique, et ça, je crois que la société civile doit être suffisamment créative pour pouvoir proposer à l'État une organisation qui puisse permettre de pouvoir tenir compte de l'ensemble des recommandations formulées ou l'ensemble des éléments que je viens d'évoquer, que ce soit au niveau régional ou au niveau national. Donc, rassembler l'information, l'organiser sous forme thématique, en fait. On peut partir des droits civils et politiques, on peut partir des droits économiques, sociaux et culturels, on peut partir des éléments qui concernent la gouvernance, notamment la corruption, les élections, on peut partir aussi des questions environnementales, parce que la question d'écologie est désormais une question qui préoccupe le Togo. Le Togo a d'ailleurs soumis, au moment du développement de la conférence de COP21 à Paris, un certain nombre d'engagements qui font partie désormais de ces engagements au niveau international qui doivent justement être pris en compte dans le développement de plans d'action de l'examen périodique universel. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à identifier les actions et les résultats attendus. Par rapport à ça, et Nazer le disait tantôt, tout dépend de comment les recommandations sont formulées. Il y a des recommandations qui sont assez vagues. Et lorsque les recommandations sont vagues, ça n'aide pas beaucoup. Et ça, je crois que c'est une des préoccupations majeures au niveau de l'examen périodique universel, parce que les États, parfois, ne vont pas dans le concret lorsqu'ils formulent des recommandations. Il y a des recommandations plutôt générales où les États demandent une action assez minimale, en fait. Lorsque un État formule une recommandation en disant que l'État demande l'assistance de la communauté internationale ou encore partager l'information. Lorsque vous formulez ce genre de recommandations, voilà, on se demande quelle est l'action qu'il faut mener et quel est le résultat qui est entendu. Et donc, il y a des actions de continuité, par exemple, le fait de continuer à préserver ou à continuer dans le sens de la mise en œuvre de programmes donnés, ou lorsque la recommandation dit considérer ou analyser, envisager ou explorer. Là, c'est plus vague. Et donc, au niveau de la société civile, on doit être suffisamment, justement, comme je le disais, on doit être créatif pour voir derrière chaque recommandation, qu'elle soit précise ou pas, le résultat qui doit être attendu au final. Et donc, il faut que nous arrivions à définir les objectifs des recommandations, à définir les actions qui sont entendues pour pouvoir donner effet aux recommandations. Et évidemment, il faut attribuer les responsabilités. Et lorsqu'on parle de responsabilité, cela est clair que la responsabilité première incombe à l'État. Donc l'État qui doit mobiliser l'ensemble de ses organes pour que les recommandations soient effectivement mises en œuvre. D'abord, il y a l'exécutif. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que la plupart des membres de l'exécutif, que ce soit les ministères ou les organes étatiques qui s'occupent, je ne dirais pas une maîtrise, mais simplement une connaissance de ce qui se passe au niveau de l'examen périodique universel. Même au niveau des organes de traité, beaucoup
beaucoup de ministères ignorent encore les engagements qui sont pris par l'État au titre des conventions ratifiées, les engagements qui sont pris par l'État au titre des mécanismes, que ce soit les organes de traité ou que ce soit l'examen périodique universel. Et donc, il faut que l'exécutif arrive à sensibiliser l'ensemble de ces services pour que, voilà, dans l'exécution de leurs activités au quotidien, on puisse prendre en considération les recommandations de l'examen périodique universel. Et pour le faire, je crois que ce soit au niveau de l'État, mais aussi au niveau de la société civile, qu'il y ait des séances d'information à l'endroit des ministères, des séances d'information à l'endroit des directeurs de services publics, des séances d'information pour justement leur faire part de ce qui est attendu au niveau de l'examen périodique universel. L'État peut, ou l'État, je crois que l'État n'irait pas jusqu'à rassembler, en tout cas c'est ce qui est souhaitable, mais le plus souvent l'État ne le fait pas. Et donc il appartient aussi à la société civile de pouvoir suffisamment sensibiliser les services de l'État pour la prise en compte de l'examen périodique universel, donc les recommandations de l'examen dans le travail au quotidien. Pour moi, il est essentiel d'associer les collectivités décentralisées parce que la mise en œuvre exige une appropriation. Et l'appropriation ne peut se faire qu'à partir de la base. Et donc les services décentralisés ou les entités décentralisées sont à même de pouvoir relayer justement au niveau communautaire ces engagements, que ce soit au niveau régional, préfectoral, sous-préfectoral, cantonal, local ou communautaire. Il faudrait que l'ensemble des personnes qui animent les institutions au niveau local puissent être sensibilisées par rapport à l'existence de ces recommandations et les actions concrètes à mener pour traduire dans les faits ces engagements. Le judiciaire. Il est possible aussi, et il me semble que et l'État et la société civile devraient s'unir et coopérer davantage pour sensibiliser, parce que les juges n'aiment pas qu'on dise qu'on les forme. Donc, pour moi, le judiciaire est très, très important et cela doit être pris en compte. Les magistrats n'aiment pas souvent qu'on dise qu'on les forme, mais qu'on les sensibilise ou qu'on leur donne de l'information. Donc, il faut fournir l'information nécessaire aux magistrats, aux juges, en tout cas aux acteurs de la justice, par rapport à l'examen périodique universel, par rapport aux engagements que l'État a pris, et comment est-ce qu'au niveau de la justice, au niveau des acteurs de la justice, leurs actions peuvent contribuer à la mise en œuvre des engagements de l'État. Le législatif, évidemment. Je crois que ce n'est pas une critique à l'endroit de la société civile, mais je crois qu'il y a encore, à mon sens, beaucoup de travail à faire au niveau des parlements. On sait que le Parlement, en fait l'Assemblée nationale au Togo en particulier, n'est pas assez informé par rapport aux engagements du Togo. Il y a la politique qui prime sur les responsabilités, mais on ne doit pas se décourager. La société civile doit davantage associer ou travailler en partenariat avec les commissions parlementaires, mais aussi avec les parlementaires de façon individuelle ou informelle pour les sensibiliser davantage à la chose des droits de l'homme. Et il me semble même que c'est possible. Et je crois que c'est en train de s'opérer, d'avoir les amis, les députés amis des droits de l'homme. Si on arrive à avoir ces genres de groupes avec qui on peut discuter de façon informelle, ça peut aider à tout doucement, en fait, insérer ou infecter l'Assemblée nationale avec la chose des droits de l'homme, et ce serait une bonne chose. Parce qu'en principe, lorsque je parlais tantôt du document final de l'examen périodique universel, ce document doit être soumis au Parlement. Le Parlement doit prendre connaissance du document final avec les recommandations, mais aussi avec l'ensemble des informations dont j'ai parlé, que ce soit au niveau international, en dehors de l'examen périodique universel, que ce soit au niveau régional, mais aussi au niveau international. Ce magma d'informations devrait être aussi associé au document final de l'examen périodique universel et déposé au Parlement, qui doit en prendre connaissance, parce qu'au final, c'est au Parlement que les budgets sont adoptés. Et donc, forcément, lorsqu'on parle de la mise en œuvre, il y a le nerf de la guerre qui est l'argent, donc les finances. Et étant donné que ce sont les députés qui votent les budgets, il faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Comment est-ce que le budget doit être affecté? Quelles sont les dotations nécessaires? Vers quel service il faudrait affecter suffisamment de ressources pour pouvoir donner effet au final aux recommandations qui ont été acceptées par le gouvernement. Il y a d'ailleurs au niveau de l'Union interparlementaire un certain nombre de recommandations à l'égard des députés, à l'égard des parlementaires,
en ce qui concerne la question des droits de l'homme, l'appui au travail du Conseil des droits de l'homme, mais aussi ce qui concerne le suivi et le monitoring des recommandations, de la mise en œuvre des recommandations qui ont été acceptées par les États, et notamment ici l'Assemblée nationale du Togo. Il y a également un certain nombre de résolutions. Il y a 2 résolutions, la résolution 26-29 et 30-14 du Conseil des droits de l'homme, qui invitent les parlements justement à s'associer plus étroitement au travail de l'État en ce qui concerne l'examen périodique universel. Je parle du Parlement, en dehors de l'exécutif, en dehors du judiciaire, en dehors du législatif. Il faut aussi que d'autres acteurs soient associés. Et les partenaires, il y a d'abord la CNDH. La CNDH qui est, conformément au principe de Paris, l'Institution nationale des droits de l'homme au Togo. On peut ne pas être satisfait du fonctionnement actuel de la CNDH, mais elle reste l'institution qui, en principe, devrait jouer un rôle capital entre l'État, mais aussi la société civile. Conformément au principe de Paris, c'est une institution qui est indépendante de l'État, mais qui fonctionne dans le sens de manière à apporter à l'État l'expertise nécessaire pour pouvoir décider, et qui coopère de l'autre côté avec les organisations de la société civile. Donc la CNDH, d'ailleurs il y a plusieurs résolutions du Conseil des droits de l'homme qui demandent aux États d'associer les commissions nationales, les institutions nationales des droits de l'homme à l'élaboration de l'agenda de mise en œuvre, à son monitoring et à son évaluation. Il y a surtout, je crois qu'on ne peut pas ignorer d'autres institutions nationales, comme la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, parce qu'il y a des recommandations qui concernent la liberté d'expression, qui concernent la liberté l'égalité d'accès aux médias publics. Je crois que la HAC devrait être associée, devrait être partenaire dans le processus de mise en œuvre des recommandations. Il y a le HCOUL qui est également une institution qui, me semble-t-il, devrait être associée en tant que partenaire au développement du plan d'action et à son mise en œuvre. Il y a la Commission électorale nationale indépendante. Sur les questions de bonne gouvernance, la participation de la CENI me semble importante. Et donc, en dehors de la CENI, il y a également le médiateur de la République. Vous savez sans doute que désormais, on a le service de la médiature de la République qui est un acteur aussi clé, puisque le médiateur de la République est censé résoudre les conflits entre l'administration et les administrés. Toujours en tant que partenaire, la société civile est un partenaire clé. Et par rapport à ça, je crois que par la société civile, on entend beaucoup. La société civile, c'est en gros ce qui est mis dans la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme. C'est une définition assez large dans laquelle on peut mettre les syndicats, les associations de jeunes, les corporations, en tout cas toute corporation, toute association, toute organisation qui tend à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de la population. On peut les considérer comme les organisations de la société civile ou les organisations qui entreprennent des actions visant à améliorer les conditions de vie des populations à la base. Il y a également les médias. Je crois que les médias sont incontournables parce qu'ils véhiculent l'information et permettent aux gens de pouvoir s'imprégner davantage du contenu du message, mais aussi de voir comment est-ce qu'ils peuvent être associés ou participer à la mise en œuvre. Il y a les entreprises. Il y a désormais les droits de l'homme et les principes directeurs des droits de l'homme en ce qui concerne les entreprises. Et donc, il y a eu des recommandations. Je n'ai pas entendu ce matin des recommandations par... Ah oui, si. Parce qu'il y a eu des recommandations en ce qui concerne l'exploitation minière. Je crois que c'est l'Ouganda qui a formulé ces recommandations. Et donc, il me semble essentiel d'associer les entreprises au processus de développement, puisque la responsabilité sociale des entreprises est engagée et les entreprises sont censées participer au développement local et communautaire là où elles sont implantées. Par rapport à l'agenda de mise en œuvre, je crois que de manière concrète, il faudrait qu'on essaie de voir déjà à partir de mars 2017 ce qui est possible de faire. Un agenda qui s'étale sur 1 an. Et par rapport à cet agenda, il faudrait avoir l'atelier de restitution dont j'ai parlé. Il faudrait déposer le document final devant le Parlement. Mais pour moi, ce document final doit être complété par l'ensemble des informations que je viens d'évoquer. Il faudrait passer par des ateliers d'élaboration de plans de mise en œuvre. Il faudrait passer par les ateliers de validation du plan de la mise en œuvre. Et ensuite,
la mise à jour du plan de mise en œuvre au cours des années qui suivent. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments. Il faut que déjà, à partir de mars 2017, qu'on esquisse un agenda de mise en œuvre avec l'ensemble des informations nécessaires. Et il est capital qu'à l'horizon fin 2018, que l'État soit à même de pouvoir présenter un rapport à mi-parcours. Le rapport à mi-parcours n'est pas une obligation des États qui participent à l'examen périodique universel, mais c'est fortement recommandé. Et ça démontre de la volonté politique de l'État en question de pouvoir fournir à l'ensemble des États l'avancement, le progrès réalisé par rapport aux recommandations qui ont été formulées, mais aussi démontrer sa capacité à pouvoir s'associer aux autres organisations pour pouvoir mener à bien la mise en œuvre des recommandations. Bon, par rapport aux recommandations, j'estime que un État qui a formulé une recommandation par rapport à une thématique précise doit participer ou doit aider l'État, l'accompagner soit sur le plan technique, soit sur le plan financier, à mettre en œuvre cette recommandation. Je donne un exemple. Si par exemple la France, ce matin, a proposé ou a recommandé au Togo d'améliorer le système, l'administration de la justice, au Togo, j'estime que la France doit être capable de pouvoir fournir l'assistance technique nécessaire pour que la recommandation formulée trouve exécution sur le terrain. Et pour moi, ça peut passer par des accords bilatéraux avec l'État auteur de la recommandation. Ça peut passer par une demande de l'État envers cet État par rapport au renforcement des capacités. Par exemple, lorsque l'Allemagne parle de la formation des acteurs de la justice, il faudrait que l'Allemagne soit à même, où l'État puisse, sur la base de la recommandation, aller vers l'Allemagne pour dire « Vous avez formulé cette recommandation, nous l'avons acceptée, nous souhaitons que vous nous accompagniez pour la réalisation de cette recommandation. » Je crois que l'État doit pouvoir faire ce genre de démarche vis-à-vis des États qui ont participé à l'examen et qui ont formulé des recommandations. Je crois que si, aujourd'hui on a vu la question de l'enregistrement des naissances, qui est revenue à plusieurs reprises, à mon sens, de la part du Mexique par exemple, ou de la part de l'Allemagne, ou de la part de la Turquie, il faudrait que ces États soient à même de pouvoir accompagner, ne serait-ce que sur le plan technique, la mise en œuvre de ces recommandations. Mais il faudrait que l'État examiné, c'est-à-dire le Togo, puisse faire la démarche, demander à la communauté internationale, notamment à ces pays en question, de pouvoir l'accompagner. Et parfois, c'est difficile aux États de faire ce pas-là. Et donc, il appartient à la société civile de pouvoir suffisamment mettre la pression nécessaire pour que l'État, le Togo, puisse se bouger à ce niveau-là. Voilà. Par rapport à l'évaluation, il me semble qu'au final, il faudrait évaluer. Je parlais tantôt des différents ateliers d'élaboration du plan d'action, ateliers de validation du plan d'action, ateliers de mise en œuvre du plan d'action. Il faudrait que, à la fin de chaque année, on puisse évaluer. Et il faut le faire sur la base des indicateurs. Et ces indicateurs, il peut s'agir des indicateurs structurels, il peut s'agir des indicateurs de processus, mais aussi des indicateurs de résultats qui permettent de pouvoir mesurer à la fin de la première année, ou à la fin de la deuxième année, ou à la fin de la troisième année, voire la quatrième année, les progrès réalisés et les défis qui restent à relever. Et donc, je crois qu'à partir de maintenant, il y a une tâche énorme qui se dresse devant nous. Et la société civile a sa part à sa responsabilité aussi en tant qu'acteur participant au processus de l'examen périodique universel. Son action consiste surtout à jouer un rôle de veille, à jouer un rôle de chien de garde qui permet de pouvoir accompagner l'État, mais aussi à être suffisamment créatif et à proposer des actions, non pas de manière frontale, mais des actions qui visent à collaborer et des actions qui tendent vers la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel. Merci.